Qu'est-ce donc alors que le choix, ou quelle sorte de chose est-ce? Puisqu'il n'est rien de tout ce que nous venons de dire. Il est manifestement une chose volontaire, mais tout ce qui est volontaire n'est pas objet de choix. Ne serait-ce pas en réalité le prédélibéré? Le choix, en effet, s'accompagne de raisons et de pensées discursives, et même son appellation semble donner à entendre que c'est ce qui a été choisi avant d'autres choses. Analyse de la délibération, son objet. Est-ce qu'on délibère sur toute chose? Autrement dit, est-ce que toute chose est l'objet de délibération? Ou bien y a-t-il certaines choses dont il n'y a pas de délibération? Nous devons sans doute appeler un objet de délibération non pas ce sur quoi délibérer un imbécile ou un fou, mais sur ce quoi délibérer un homme sain d'esprit. Or, sur les entités éternelles, il n'y a jamais de délibération. Par exemple, l'ordre du monde, ou l'incommensurabilité de la diagonale avec le côté du carré. Il n'y a pas davantage de délibération sur les choses qui sont en mouvement, mais se produisent toujours de la même façon, soit par nécessité, soit par nature, soit par quelque autre cause. Tels sont, par exemple, les solstices et le lever des astres. Il n'existe pas non plus de délibération sur les choses qui arrivent tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, par exemple les sécheresses et les pluies, ni sur les choses qui arrivent par fortune, par exemple la découverte d'un trésor. Bien plus, la délibération ne porte même pas sur toutes les affaires humaines, sans exception. Ainsi, aucun lacédémonien ne délibère sur la meilleure forme de gouvernement pour les sites. C'est qu'en effet, rien de tout ce que nous venons d'énumérer ne pourrait être produit par nous. Mais nous délibérons sur les choses qui dépendent de nous et que nous pouvons réaliser. Et ces choses-là sont en fait tout ce qui reste, car on met communément au rang des causes, nature, nécessité et fortune, et on y ajoute l'intellect et toute action dépendant de l'homme. Et chaque classe d'hommes délibère sur les choses qu'ils peuvent réaliser par eux-mêmes. Dans le domaine des sciences, celles qui sont précises et pleinement constituées ne laissent pas place à la délibération. Par exemple, en ce qui concerne les lettres de l'alphabet, car nous n'avons aucune incertitude sur la façon de les écrire. Par contre, tout ce qui arrive par nous et dont le résultat n'est pas toujours le même, voilà ce qui fait l'objet de nos délibérations. Par exemple, les questions de médecine ou d'affaires d'argent. Et nous délibérons davantage sur la navigation que sur la gymnastique, vu que la navigation a été étudiée d'une façon moins approfondie, et ainsi de suite pour le reste. De même, nous délibérons davantage sur les arts que sur les sciences, car nous sommes à leur sujet dans une plus grande incertitude. La délibération a lieu dans les choses qui, tout en se produisant avec fréquence, demeurent incertaines dans leur aboutissement, ainsi que là où l'issue est indéterminée, et nous nous faisons assister d'autres personnes pour délibérer sur les questions importantes, nous défiant de notre propre insuffisance à discerner ce qu'il faut faire. Nous délibérons non pas sur les fins elles-mêmes, mais sur les moyens d'atteindre les fins. Un médecin ne se demande pas s'il doit guérir son malade, ni un orateur s'il entraînera la persuasion, ni un politique s'il établira de bonnes lois, et dans les autres domaines, on ne délibère jamais non plus sur la fin à atteindre, mais une fois qu'on a posé la fin, on examine comment et par quels moyens elle se réalisera. Et s'il apparaît qu'elle peut être produite par plusieurs moyens, on cherche lequel entraînera la réalisation la plus facile et la meilleure. Si au contraire la fin ne s'accomplit que par un seul moyen, on considère comment par ce moyen elle sera réalisée, et ce moyen à son tour par quel moyen il peut l'être lui-même, jusqu'à ce qu'on arrive à la cause immédiate, laquelle, dans l'ordre de la découverte, est dernière. En effet, quand on délibère, on semble procéder dans la recherche et l'analyse dont nous venons de décrire la marche, comme dans la construction d'une figure. S'il est manifeste que toute recherche n'est pas une délibération, par exemple l'investigation en mathématiques, par contre toute délibération est une recherche, et ce qui vient dernier dans l'analyse est premier dans l'ordre de la génération. Si on se heurte à une impossibilité, on abandonne la recherche. Par exemple, s'il nous faut de l'argent et qu'on ne puisse pas s'en procurer, si au contraire une chose apparaît possible, on essaie d'agir. Sont possibles les choses qui peuvent être réalisées par nous, et cela au sens large, car celles qui se réalisent par nos amis sont en un sens réalisées par nous, puisque le principe de leur action est en nous. L'objet de nos recherches, c'est tantôt l'instrument lui-même, tantôt son utilisation. Il en est de même dans les autres domaines. C'est tantôt l'instrument, tantôt la façon de s'en servir, autrement dit, par quels moyens. Il apparaît ainsi, comme nous l'avons dit, que l'homme est principe de ses actions et que la délibération porte sur les choses qui sont réalisables par l'agent lui-même, et nos actions tendent à d'autres fins qu'elles-mêmes. En effet, la fin ne saurait être un objet de délibération, mais seulement les moyens en vue de la fin. Mais il faut exclure aussi des choses particulières. Par exemple, si ceci est du pain, ou si ce pain a été cuit comme il faut, car ce sont là matière à sensation, et si on devait toujours délibérer, on irait à l'infini. L'objet de la délibération et l'objet du choix sont identiques sous cette réserve que lorsqu'une chose est choisie,
elle a déjà été déterminée, puisque c'est la chose jugée préférable à la suite de la délibération qui est choisie. En effet, chacun cesse de rechercher comment il agira quand il a ramené à lui-même le principe de son acte et à la partie directrice de lui-même, car c'est cette partie qui choisit. Ce que nous disons là s'éclaire encore à la lumière des antiques constitutions qu'Homère nous a dépeintes. Les rois annonçaient à leur peuple le parti qu'ils avaient adopté, l'objet du choix étant parmi les choses en notre pouvoir un objet de désir sur lequel on a délibéré. Le choix sera un désir délibératif des choses qui dépendent de nous. Car une fois que nous avons décidé à la suite d'une délibération, nous désirons alors conformément à notre délibération. 6. Analyse du souhait raisonné. Ainsi donc, nous pouvons considérer avoir décrit le choix dans ses grandes lignes, déterminer la nature de ces objets et établir qu'il s'applique aux moyens conduisant à la fin. Passons au souhait, qu'il ait pour objet la fin elle-même, nous l'avons déjà indiqué, mais tandis qu'aux yeux de certains, son objet est le bien véritable, pour d'autres, au contraire, c'est le bien apparent. Mais ceux pour qui le bien véritable est l'objet du souhait en arrivent logiquement à ne pas reconnaître pour objet de souhait ce que souhaite l'homme qui choisit une fin injuste. Car si on admettait que c'est là un objet de souhait, on admettrait aussi que c'est une chose bonne. Or, dans le cas supposé, on souhaitait une chose mauvaise. En revanche, ceux pour qui c'est le bien apparent qui est l'objet de souhait sont amenés à dire qu'il n'y a pas d'objet de souhait par nature, mais que c'est seulement ce qui semble bon à chaque individu. Or, telle chose paraît bonne à l'un et telle autre chose à l'autre, sans compter qu'elles peuvent même, le cas échéant, être en opposition. Si ces conséquences ne sont guère satisfaisantes, ne doit-on pas dire que dans l'absolu et selon la vérité, c'est le bien réel qui est l'objet du souhait, mais que pour chacun de nous, c'est ce qui lui apparaît comme tel, que par conséquent, pour l'honnête homme, c'est ce qui est véritablement un bien, tandis que pour le méchant, c'est tout ce qu'on voudra. N'en serait-il pas comme dans le cas de notre corps, un organisme en bon état trouve salutaire ce qui est véritablement tel, alors que pour un organisme débilité sera autre chose que ce qui sera salutaire. Et il en serait de même pour les choses amères, douces, chaudes, pesantes, et ainsi de suite dans chaque cas. En effet, l'homme de bien juge toutes choses avec rectitude et toutes lui apparaissent comme elles sont véritablement. C'est qu'à chacune des dispositions de notre nature, il y a des choses bonnes et agréables qui lui sont appropriées. Et sans doute ce qui distingue principalement l'homme de bien, c'est qu'il perçoit en toute chose la vérité qu'elle renferme, étant pour elle en quelque sorte une règle et une mesure. Chez la plupart des hommes, au contraire, l'erreur semble bien avoir le plaisir pour cause, car tout en n'étant pas un bien, il y en a l'apparence. Aussi choisissent-ils ce qui est agréable comme étant un bien, et évitent-ils ce qui est pénible comme étant un mal. 7. La vertu et le vice sont volontaires. La fin étant ainsi l'objet de souhait et les moyens pour atteindre à la fin, objet de délibération et de choix. Les actions concernant ces moyens seront faites par choix et seront volontaires. Or, l'activité vertueuse a rapport aux moyens. Par conséquent, la vertu dépend aussi de nous. Le syllogisme est le suivant. Les actes tendent à réaliser les moyens sont volontaires. Or, l'activité vertueuse a rapport aux moyens. Donc, l'activité vertueuse, la vertu, est volontaire. Voir saint Thomas. Mais il en est également ainsi pour le vice. En effet, là où il dépend de nous d'agir, il dépend de nous aussi de ne pas agir. Et là où il dépend de nous de dire non, il dépend aussi de nous de dire oui. Par conséquent, si agir quand l'action est bonne dépend de nous, ne pas agir quand l'action est honteuse dépendra aussi de nous. Et si ne pas agir quand l'abstention est bonne dépend de nous, agir quand l'action est honteuse dépendra aussi de nous. Mais s'il dépend de nous d'accomplir les actions bonnes et les actions honteuses, et pareillement encore de ne pas les accomplir, et si c'est là essentiellement, disons-nous, être bon ou mauvais, il en résulte qu'il est également en notre pouvoir d'être intrinsèquement vertueux ou vicieux. La maxime suivant laquelle nul n'est volontairement pervers, ni malgré soi bienheureux, est semble-t-il partiellement vraie et partiellement fausse. Si personne en effet n'est bien heureux à contre-cœur, par contre la perversité est bien volontaire. Ou alors il faut remettre en question ce que nous avons déjà soutenu et refuser à l'homme d'être principe et générateur de ses actions, comme il est de ses enfants. Mais s'il est manifeste que l'homme est bien l'auteur de ses propres actions, et si nous ne pouvons pas ramener nos actions à d'autres principes que ceux qui sont en nous, alors les actions dont les principes sont en nous dépendent elles-mêmes de nous et sont volontaires. En faveur de ces considérations, on peut, semble-t-il, appeler en témoignage à la fin le comportement des individus dans leur vie privée et la pratique des législateurs eux-mêmes.
On châtie en effet, on oblige à réparation ceux qui commettent des actions perverses, à moins qu'ils n'aient agi sous la contrainte ou par une ignorance dont ils ne sont pas eux-mêmes cause. Et d'autre part, on honore ceux qui accomplissent les bonnes actions, de bonnes actions, et on pense aussi encourager ces derniers et réprimer les autres. Mais les choses qui ne dépendent pas de nous et ne sont pas volontaires, personne n'engage à les faire, attendu qu'on perdrait son temps à nous persuader de ne pas avoir chaud, de ne pas souffrir, de ne pas avoir faim, et ainsi de suite, puisque nous en serons pas moins sujets à éprouver ces impressions. Et, en effet, nous punissons quelqu'un pour son ignorance même, si nous le tenons pour responsable de son ignorance, comme par exemple dans le cas d'ébriété, où les pénalités des délinquants sont doublées, parce que le principe de l'acte réside dans l'agent lui-même, qui était maître de ne pas s'enivrer, et qui est ainsi responsable de son ignorance. On punit également ceux qui sont dans l'ignorance de quelqu'une de ces dispositions légales dont la connaissance est obligatoire et ne présente aucune difficulté. Et nous agissons de même toutes les autres fois où l'ignorance nous paraît résulter de la négligence, dans l'idée qu'il dépend des intéressés de ne pas demeurer dans l'ignorance, étant maître de s'appliquer à s'instruire. Mais sans doute, dira-t-on, un pareil homme est fait de telle sorte qu'il est incapable de toute application. Nous répondons qu'en menant une existence relâchée, les hommes sont personnellement responsables d'être devenus eux-mêmes relâchés, ou d'être devenus injustes ou intempérants, dans le premier cas en agissant avec perfidie, et dans le second en passant leur vie à boire ou à commettre des excès analogues. En effet, c'est par l'exercice des actions particulières qu'ils acquièrent un caractère du même genre qu'elles. On peut s'en rendre compte en observant ceux qui s'entraînent en vue d'une compétition ou d'une activité quelconque. Tout leur temps se passe en exercice. Ainsi, se refuser à reconnaître que c'est à l'exercice de telles actions particulières que sont dues les dispositions de notre caractère est le fait d'un esprit singulièrement étroit. En outre, il est absurde de supposer que l'homme qui commet des actes d'injustice ou d'intempérance ne souhaite pas être injuste ou intempérant. Et si sans avoir l'ignorance pour excuse, on accomplit des actions qui auront pour conséquence de nous rendre injustes, c'est volontairement qu'on sera injuste. Il ne s'ensuit pas cependant qu'un simple souhait suffira pour cesser d'être injuste. Et pour être juste, pas plus que ce n'est ainsi que le malade peut recouvrer la santé, quoi qu'il puisse arriver qu'il soit malade volontairement en menant une vie intempérante et en désobéissant à ses médecins. C'est au début qu'il lui était alors possible de ne pas être malade, mais une fois qu'il s'est laissé aller, cela ne lui est plus possible, de même que si vous avez lâché une pierre, vous n'êtes plus capable de la rattraper, mais pourtant il dépendrait de vous de la jeter et de la lancer. Il dépendait de vous de la jeter et de la lancer, car le principe de votre acte était en vous. Ainsi en est-il pour l'homme injuste ou intempérant. Au début, il leur était possible de ne pas devenir tel, et c'est ce qui fait qu'ils le sont volontairement. Et maintenant qu'ils le sont devenus, il ne leur est plus possible de ne pas l'être. Et non seulement les vices de l'âme sont volontaires, mais ceux du corps le sont aussi chez certains hommes, lesquels encourent pour cela le blâme de notre part. Aux hommes qui sont laids par nature, en effet, nous n'adressons aucun reproche, tandis que nous blâmons ceux qui le sont par défaut d'exercice et de soin. Même observation en ce qui concerne la faiblesse ou l'infirmité corporelle. On ne fera jamais grief à quelqu'un d'être aveugle de naissance, ou à la suite d'une maladie ou d'une blessure. C'est plutôt de la pitié qu'on ressentira. Par contre, chacun blâmera celui qui devient aveugle par l'abus du vin ou par une autre forme d'intempérance. Ainsi donc, parmi les vices du corps, ce sont ceux qui sont sous notre dépendance et qui encourent le blâme, à l'exclusion de ceux qui ne dépendent pas de nous. Mais s'il en est ainsi, dans les autres cas, également, les vices qui nous sont reprochés doivent aussi être des vices qui dépendent de nous.